Bonne nuit à tous, ici le Rôle Histoire, votre chasseur de l'arche dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième promenade Culture & Chill sur Borderlands 3. Voilà, très heureux de vous retrouver, installez-vous confortablement et nous sommes partis pour cette deuxième promenade Culture & Chill. On en avait donc déjà fait une, où on avait découvert pas mal de références culturelles, mythologie grecque, mythologie disons judéo-chrétienne. Qu'est-ce qu'on avait découvert d'autre? Une référence à Mad Max. Enfin, on avait découvert vraiment pas mal de choses. Pour les références mythologiques, on avait donc une référence à Prométhée, une référence à Athéna, une référence à Pandore. On avait vraiment mis en évidence la richesse culturelle de ce jeu vidéo et je voulais donc faire une deuxième vidéo pour parler de quelques autres références culturelles que nous n'avons pas pu aborder parce que du coup ça faisait déjà un épisode de 25 minutes et j'essaye de réduire la taille des épisodes. Je me dis qu'à terme peut-être que ce serait pas si mal de faire des épisodes d'une dizaine de minutes, un quart d'heure, voire une dizaine de minutes, voire moins. Je sais pas, dites-moi vous si vous préférez des épisodes de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, je sais pas. J'ai tendance à m'étaler comme vous le savez et faire des longs épisodes de 25, 30, voire 40 minutes pour certains. Pour certaines des promenades Culture & Chill ou pour certains des défis Culture & Chill. Donc dites-moi. Bref, donc du coup, je poursuis, et là, du coup, j'ai fait en sorte que mon vaisseau s'approche donc de Pandore. Mais je ne trouve pas ce que je cherchais. Donc c'est un petit peu dommage. Je vais m'y téléporter directement dessus. On va retourner sur Pandore parce que depuis Pandore, nous voyons, si je me souviens bien, la lune de Pandore, et il y a quelque chose de tout à fait intéressant, une référence qui est quand même relativement évidente on va dire, mais qui va nous permettre de parler d'un autre personnage aussi. Alors, où est-ce qu'on va se téléporter? La dernière fois on était ici, mais est-ce qu'on le voit de partout? Allez, on va mettre l'âme diabolique, go. Je me téléporte donc sur, ouais, ici, ça me va très bien, et nous voici donc sur la planète désertique Pandore. Et hop, je vais mettre ça comme ça. Vous allez voir, depuis, j'anticipe un petit peu, depuis Pandore, nous voyons un phénix. Donc, comme vous le savez, il y a un personnage qui s'appelle Lilith dans la série des Borderlands. Et ce personnage, je veux pas spoiler l'histoire de Borderlands 3, mais en gros, il va se passer quelque chose qui fait que ce personnage va graver une sorte de phénix sur une lune de Pandore. Si je me souviens bien. Parce que ça fait longtemps que j'ai joué à ce jeu, ça fait longtemps que... Donc du coup je me souviens pas de tout, c'est ça que je veux dire. Et donc le phénix, tout le monde a en tête ce qu'est un phénix, mais je vais quand même vous lire ces quelques éléments. Alors le phénix, parfois écrit phénix ou phénix, au sens probable de rouge saint, est un oiseau mythique doté d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître soit de son propre cadavre, soit après s'être consumé dans les flammes. Il symbolise ainsi le cycle de la mort et de la résurrection. Il est appelé par une périphrase moderne l'oiseau de feu, à ne pas confondre cependant avec la créature de la légende slave. Oh, un oiseau de feu dans la légende slave? Intéressant. L'oiseau de feu est un oiseau légendaire issu du folklore des pays slaves, période de plumes rougeoyantes et venu d'une terre lointaine. Ça me fait un peu penser à Sulfura dans Pokémon, mais rien à voir avec ce que je vous... Ah voilà, ça y est. Je vous le montre en plus grand. Regardez, sur... je pense que c'est la lune de Pandore, enfin moi j'appelle ça la lune, mais je sais pas trop. On a clairement une représentation du phénix dont je voulais vous présenter. Et maintenant que je vous ai présenté cette lune, je veux vous présenter donc le personnage de Lilith. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de spoiler sur la recherche que je vais faire. Lilith Borderlands. D'abord je vais vous montrer le personnage de Lilith dans Borderlands. Image. Voilà. Donc Lilith c'est elle. Voilà, c'est un personnage que l'on retrouve depuis le premier Borderlands. C'était un personnage jouable d'ailleurs dans le premier Borderlands. Et donc du coup, ce personnage porte un nom qui n'est pas anodin. Vous vous souvenez, dans le premier épisode, je vous disais donc qu'il y avait des références à la mythologie judéo-chrétienne. Et justement... Lilith est un personnage de la mythologie judéo-chrétienne. Donc, j'ai fait des recherches il y a plusieurs mois, quelques mois de ça, j'ai fait des recherches sur Lilith parce que j'écrivais un script à son sujet. Et
Et donc du coup, j'avais pas mal d'ouvrages de référence. Bon, je les avais empruntés à la bibliothèque universitaire, je ne les ai plus, les ouvrages de référence, mais j'ai quand même gardé en tête certains éléments, et en se basant sur l'article Wikipédia, ça nous permet de faire un bref horizon de qui elle est. Donc Lilith peut être considérée comme un démon féminin de la tradition juive. Elle est à l'origine, disons, une divinité mésopotamienne, et dans les légendes juives qui se répandent au Moyen-Âge, Lilith est représentée, selon l'alphabet de Ben Sira, c'est vrai, comme la première femme d'Adam avant Ève. C'est-à-dire que Adam a été créé, puis... en fait, dans l'alphabet de Ben Sira, Adam et Lilith sont créés, chacun de manière indépendante. Et donc du coup, Lilith est la première femme d'Adam. Ce qui va se passer, c'est que Lilith, je vous présenterai brièvement le mythe. Au moment de faire l'amour, Lilith va dire à Adam qu'elle n'a pas envie de se retrouver dessous, parce qu'elle trouve ça, elle trouve que comme ils sont des individus égaux, créés de manière identique, elle n'a pas du coup à être sous la domination de Adam. Adam du coup va lui reprocher, du coup Adam va aller se plaindre à Dieu, du coup ça va partir un petit peu en cacahuète cette histoire, et finalement Lilith, sa volonté donc disons d'égalité et d'indépendance va être mal vue, elle va être rejetée du jardin d'Éden, et à sa place va-t-elle créer Ève, avec une dimension soumise, voilà, une... Ève, du coup, elle sera vraiment soumise à Adam, du coup. Et donc ça, c'est un petit peu donc l'histoire qu'on peut découvrir. Je voulais simplifier, bien sûr. Et donc la figure de Lilith, au Moyen-Âge, ou en tout cas, ouais, dans le courant du Moyen-Âge, elle est mal vue, elle est vue comme une femme déviante, parce que du coup, elle est vue comme une femme déviante, elle est vraiment mal vue, elle est vue comme une créature tentatrice, parce que du coup, Lilith est aussi associée au fait qu'elle tue les enfants, elle séduit les maris, elle séduit les hommes, etc. Donc il y a vraiment toute une légende sombre autour de Lilith, avec un imaginaire très sombre. Et que vous dire d'autre sur Lilith? Et ce qui est intéressant pour Lilith, c'est qu'au XXe siècle, Lilith est redécouverte par... Est-ce qu'ils l'ont écrit? Lilith dans la littérature, en fait, progressivement, et notamment au XXe siècle, dans les années 70-80, elle est reprise par le féminisme, et elle est décrite non pas comme une femme déviante et une femme terrifiante qui tuait les enfants, etc. Non, elle est vue à partir de là comme une femme qui revendiquait son indépendance, son égalité avec les hommes, et donc comme une féministe avant les féministes. Vous voyez ce que je veux dire? La Lilith a été reprise comme un symbole du féminisme, et du coup, les féministes lui ont enlevé tout le caractère noir, le caractère ténébreux, le caractère négatif, disons. Toute la noirceur a été enlevée du personnage pour en faire un personnage positif qui porte les valeurs du féminisme. Je sais pas si je suis clair. Et donc bref, tout ça pour vous dire quoi? Que Lilith ne porte pas un nom anodin dans Borderlands, puisque Lilith cache toute cette histoire que j'ai que très brièvement abordée avec vous dans cette promenade Culture & Chill. Mais vraiment, c'est un personnage très riche, très intéressant, et vraiment son histoire est passionnante, parce que du coup, Lilith, c'est une figure qui apparaît peut-être au 2e ou 3e millénaire avant Jésus-Christ, si je me souviens bien, en Mésopotamie. Et c'est une créature une sorte de... entre la divinité et la démone, quoi, qui va traverser les âges, les millénaires, les siècles, pour être sans cesse remaniée, redécouverte, réinterprétée, etc. Et ça montre à quel point... la culture, en se réappropriant sans cesse certains personnages, va les modifier, va les changer. Mais du coup, c'est intéressant, parce que ça montre justement... comment dire... l'évolution des idées, le changement des idées. Je pense que Lilith est symptomatique du changement d'idéologie, du changement des idées, notamment par rapport aux femmes. Lilith, ce personnage, illustre comment le regard que l'on porte sur les femmes a changé.
Et donc du coup, c'est pour ça que je vous invite à découvrir ce personnage, non seulement dans son versant ancien, j'ai envie de dire, mais aussi dans son versant moderne, dans sa réinterprétation féministe. Voilà, je vais pas vous le lire parce que ça prendrait trop longtemps, mais on va lire peut-être le passage sur l'alphabet de Ben Sira. Alors, le récit qui a forgé la vision la plus répandue de Lilith se trouve dans l'ouvrage appelé l'alphabet de Ben Sira. Ce texte est un pseudo-épigraphe. Un pseudo-épigraphe. Alors, qu'est-ce que c'est un pseudo-épigraphe? C'est un texte faussement attribué à un auteur qui ne l'a pas écrit. Ok. Attribué au sage Ben Sira, l'auteur du Siracide ou Ecclésiastique. 2e siècle avant Jésus-Christ. Ok. L'alphabet de Ben Sira est quant à lui une composition médiévale rédigée en Perse vers le 10e siècle. Lilith y est présentée comme la première femme d'Adam. Comme elle ne s'entend pas avec Adam, elle s'enfuit dans la mer Rouge, dans les eaux qui engloutiront les Égyptiens pendant l'Exode. Dieu envoie après elle 3 anges pour la ramener, Sanoï, Sansenoï et Samangelof. Je ne sais pas si je prononce correctement. Elle refuse de revenir et les anges menacent de la tuer. Elle fait alors le serment de ne pas s'en prendre aux enfants nouveau-nés dès lors qu'elle voit les anges ou leur nom. Le statut de Lilith comme première femme d'Adam vient en explication du double récit de la création dans le livre de la Genèse. La création de Lilith correspondrait ainsi au premier récit alors que le second concernerait Ève. Ça c'est très intéressant effectivement. C'est ce qu'on va trouver le passage en question. Le passage en question est vraiment très intéressant. En gros, effectivement, quand on lit un certain passage de la Bible, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme, et il les créa de manière, en gros, on peut l'interpréter de manière, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il les créa de manière création identique, quoi, de la même source, de la même origine. Et ensuite, il est dit que Dieu créa la femme à partir de Adam. Mais alors pourquoi ces deux versions qui se chevauchent finalement? Et donc certains se sont glissés dans cette faille pour dire, bah en fait, il y a eu deux femmes. La première Lilith, qui a été créée de manière égale à Adam, et la deuxième, Ève, qui a été Ève, qui a été créée à partir d'Adam. Donc voilà pour Lilith, je vous en dis pas plus. Je pense que ça fait déjà quasiment 10 minutes que je vous en parle. J'espère que ça vous a intéressé parce que c'est vraiment un personnage, moi Lilith, qui me parle, qui me plaît, qui m'intéresse. J'aime beaucoup. Quand j'avais fait des recherches à son propos, j'avais découvert des choses vraiment excellentes. Est-ce qu'il y aurait sur l'article Wikipédia des ouvrages qui pourraient être intéressants pour vous? Alors attendez. Hop. Non, c'est sur Lilith. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Est-ce qu'elles sont où les notes et références? Notes et références. Ouvrage. Alors. Lilith, reine des sorcières. Non, c'est pas celui-ci, le mode ouvrage que j'ai. Pascal, Régencière, Lilith, Avatar et Métamorphose d'un mythe entre romantisme et décadence. Celui-ci, là, je m'y étais intéressé à ce livre-là. Jacques Bril, Lilith ou la mer obscure. Mais non, mais c'est pas... Ah, c'est ça. Michel Biton. Michel Biton, pour moi, c'est la spécialiste de Lilith. Et l'ouvrage que je vous recommande, c'est celui-ci. Michel Biton, Lilith, l'épouse de Satan. Parce que non seulement Lilith, dans une version, donc, on la voit comme étant la première femme d'Adam, mais en plus de ça, Lilith aurait été, par la suite, l'épouse de Satan. Donc ça donne vraiment une richesse interprétative vraiment formidable et fantastique. Et Michel Biton, du coup, sociologue française, spécialiste, comme je vous dis, pour moi, spécialiste de Lilith. Vraiment, lisez, si ça vous intéresse, l'ouvrage de Michel Biton. Et à mon avis, vous allez si vous aimez le personnage de Lilith et si vous voulez en savoir plus, allez-y. Voilà, donc qu'est-ce que l'on va découvrir de plus? On va regarder ce que nous avons dans notre sac. Alors, Maliwan, Vladov, est-ce que je vais en trouver? Voyons voir. Dal, Hyperion, super. Hyperion et Atlas, génial. Regardez. On a une société d'armes qui s'appelle Hyperion et une autre société d'armes qui s'appelle Atlas. Ce ne sont pas des noms, là encore, donnés au hasard. Hyperion, je vais vous montrer. Hyperion, c'est une divinité que l'on retrouve dans... Alors, voilà, c'est celui-ci.
Donc les titans sont des divinités. En fait, les titans sont la génération de dieux qui arrivent avant les Olympiens. Il y a les titans, puis les Olympiens. Et avant les titans, il y a d'autres divinités primordiales, mais je me souviens plus si le terme qui est employé pour les désigner. Bref, restons sur Hyperion. Hyperion, donc, est un titan, qui est le fils d'Ouranos et de Gaïa. Donc Ouranos et Gaïa, c'est la génération justement qui engendre les titans. Divinité primordiale, ah bah ils les ont dit, ok. Donc ils les décrivent Ouranos comme une divinité primordiale, tout comme moi je les ai décrits de cette manière-là. Bon bah très bien. Alors selon Hésiode, il épouse Théia, sa sœur, dont elle a 3 enfants, Hélios, le soleil, Séléné, la lune, et Éos, l'aurore. Hyperion est alors le soleil au zénith, celui qui est au-dessus. Il représente le feu du soleil et devient par conséquent l'équivalent d'un dieu primordial, comme son frère aîné, Océan. Donc ça, c'est dans la Théogonie d'Hésiode. Donc je voulais montrer dans la vidéo, dans la promenade précédente, mais je l'ai, le livre de... Voilà. Donc la Théogonie, les travaux et les jours d'Hésiode, voilà. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Donc, une société d'armes qui fait référence à Hyperion et une autre qui fait référence à Atlas. Atlas, c'est un autre titan. Donc Atlas est l'un des titans hésiodiques du mythe fondateur de la mythologie grecque et de la Grèce antique. Père des Pléiades, des Hyades et des Hespérides et de Calypso, à la suite de sa défaite dans la guerre des titans contre les dieux de l'Olympe et Zeus pour régner sur le monde, ce dernier le condamne à porter la voûte céleste pour l'éternité sur ses épaules. Voilà, l'Atlas est connu pour être condamné à porter la voûte céleste pour l'éternité sur ses épaules. Voûte céleste. Par contre, je voulais regarder un petit truc. Hop, donc là, on a une représentation d'Atlas. Mais est-ce qu'on a des représentations supplémentaires d'Atlas Images? Ah oui, ok, donc là, on a des représentations. Ok. Atlas, je vais mettre Titan pour avoir peut-être plus de représentations. Ok. Voilà, différentes représentations. Et juste pour Hyperion, je me souviens plus, on a vu quoi comme représentation? Ok, mais ça, ce sont des représentations qui sont plutôt modernes. Si, celle-ci, peut-être? Qui est une représentation plus ancienne. Ok. D'accord. Donc voilà pour 2 autres références que l'on peut voir qui sont assez évidentes. Après pour Kov, je sais pas comment le prononcer, Torg, Maliwan, je sais pas s'il y a des références qui se cachent derrière. Si quelqu'un a une idée, pour Vladov aussi. Et pour Jacobs. Si vous avez des idées à ce propos, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme référence culturelle? On est déjà à 17 minutes, mais le temps passe tellement vite, il y a tellement de choses à dire sur Borderlands, c'est quand même assez incroyable. Ce jeu est très 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 riche, et j'aime beaucoup en parler, pour montrer à quel point le jeu vidéo est une œuvre culturelle, le jeu vidéo est une œuvre artistique, et ça se ressent, notamment par la richesse qu'on trouve dans les jeux vidéo. Il suffit de s'intéresser, de faire quelques petites recherches, de se poser quelques questions pour découvrir tout cela. Necrotafeyo, je savais pas quoi dire à ce propos. On a Eden 6, mais j'en ai parlé, ça de Prométhée, Pandore, Athéna, j'en ai parlé dans la promenade culturelle précédente, donc j'en reparle pas. Cairn de minuit, Massacrator 3000, Gradient de l'aube. Écoutez, on peut éventuellement se téléporter à Necrotafeyo, on va y faire un petit tour pour le temps qu'il nous reste. Où est-ce qu'on va aller? Ruine. Si on trouve une référence supplémentaire, on va voir. On va aller ici. Allez, go. On va s'y téléporter, on va voir. Donc il y a encore des zones que je n'ai pas visitées complètement en plus. Hop, donc je vais ranger mon livre, je vais le remettre là. Ok. Donc voilà, de votre côté, n'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-moi ce que vous voyez, dites-moi ce que vous pensez de tous les sujets que j'aborde, n'hésitez pas à apporter des précisions, voire même des corrections, comme je vous le dis à chaque fois, hein, je n'ai pas la science infuse, je ne revendique pas avoir des connaissances parfaites sur absolument tous les sujets, loin de là, j'ai des connaissances partielles, évidemment, il n'y a peut-être que partielles, c'est impossible d'avoir une connaissance universelle, mais moi ce que je veux justement c'est les quelques connaissances que j'ai, je veux vous les transmettre, et je veux aussi vous transmettre plus que des connaissances, et au-delà des connaissances, je vais vous transmettre un état d'esprit, celui de la curiosité,
de s'interroger, de l'appétit pour la culture, de cet appétit pour tout ce qui est culturel, et de justement vous transmettre mon regard, le regard qui me permet d'être heureux. Ça paraît peut-être curieux, mais oui, ce qui me rend heureux, c'est de voir de la culture de partout, parce que le monde est riche, le monde est beau, le monde est intéressant, et du coup ça me plaît de poser ce regard sur le monde. Moi, ce que je veux vous transmettre, comme je vous dis, c'est cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit, le fait de s'interroger sans cesse, tout le temps, et sans que ce soit des interrogations lourdes, hein, c'est juste passer un bon moment, s'interroger, se dire, tiens, qu'est-ce qui a inspiré tel ou tel élément? Et moi, je trouve ça passionnant de faire ainsi. Donc, ce que je veux vous transmettre, comme je vous dis, c'est un esprit curieux, mais aussi un esprit critique, parce que tout ce que je vous raconte, évidemment, peut être sujet à interprétation, ou je peux même me tromper dans ce que je vous raconte, donc je vous demande jamais de me croire sur parole. N'hésitez pas à vérifier ce que je vous dis, n'hésitez pas à les vérifier par vous-même, n'hésitez pas à aller faire des recherches complémentaires et à intervenir en commentaire pour apporter des précisions ou des modifications. Juste, ce que je veux, c'est vous montrer que la culture est partout et que la culture rend heureux. Voilà. C'est peut-être plus simple comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à, comme vous le savez, m'étaler, mais en une phrase, je pense que c'est possible. La culture est partout et la culture rend heureux. Ouvrez les yeux donc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un grand cube. Couleur noire. Je sais pas trop à quoi ça pourrait faire référence. Bien que... Là, on a des statues là-bas. Non, Nécrotaphéio, franchement, j'ai du mal à identifier des références culturelles. Je sais pas quelle est la fonction de ce cube là, ici. Là, j'ai pas d'idée. Non, je crois qu'on va en rester là pour cette promenade parce que du coup, je sens que sinon on va tourner un petit peu en rond. Là, on a des grandes structures. Là, on a... Ouais, c'est... Là, ce qui m'interroge, c'est ces statues là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des références culturelles supplémentaires que je n'ai pas encore découvert, que je n'ai pas encore décelées. Simplement, là, on a fait 2 promenades Culture and Chill sur Borderlands. Je pense que c'est déjà pas mal. On pourra en faire d'autres éventuellement. D'ailleurs, si en commentaire, vous me donnez des références culturelles que moi, je n'ai pas vues, eh ben, je pourrais, à partir de vos commentaires, justement, faire d'autres promenades pour aller expliquer ce que vous m'avez expliqué. Évidemment, je vous citerai, je montrerai directement le commentaire que vous m'avez laissé et je le lirai pour que ça puisse profiter à tout le monde, à toute la petite, très petite et très modeste communauté qui me suit. Mais je sais que je suis pas suivi par beaucoup de personnes, mais c'est pas grave. Les quelques-uns que vous êtes, ça me fait très plaisir de pouvoir vous partager tout cela. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, éventuellement je pourrais faire d'autres promenades à partir donc de vos commentaires. Ça pourrait être sympa. Voilà, et bien je vous dis donc à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, c'était le rôle d'histoire pour vous servir.